Mick Fleetwood a eu 78 ans cette année et après des décennies de silence, le légendaire batteur a enfin commencé à parler ouvertement des sombres vérités qui ont failli détruire Fleetwood Mac. Les liaisons qui ont brisé des amitiés, la cocaïne qui a drainé 60 millions de dollars et les trahisons qui ont déchiré l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire du rock, tout cela est enfin révélé au grand jour. En mars 2025, un événement a stupéfié les fans du monde entier. Mick et Lindsey Buckingham ont été aperçus de nouveau en studio. Ce dont ils ont discuté n'était pas seulement de la musique. Il s'agissait de la douleur de l'amour et de la vérité qui ont déchiré le groupe, et de la raison pour laquelle Stevie Nicks ne lui pardonnera peut-être jamais complètement. Michael John Kells Fleetwood est né le 24 juin 1947 à Redruth en Cornouailles. Son père John Fleetwood était commandant d'escadre dans la Royal Air Force, ce qui signifie que l'enfance de Mick a été marquée par des voyages constants et une discipline stricte. Bien qu'il ait grandi dans l'Angleterre de l'après-guerre, ses débuts sont loin d'être calmes. La Grande-Bretagne se remettait à peine de la Seconde Guerre mondiale et les affectations militaires de son père ont conduit la famille d'un bout à l'autre du monde. À l'âge de 4 ans, Mick a déménagé en Égypte, un pays où règne le rythme, la couleur et le chaos. C'est là, au milieu des rues animées du Caire, qu'il s'imprègne de la pulsation des percussions orientales qui se répercutera plus tard dans son style de jeu. L'Égypte l'a marqué. Le mélange des tambours arabes traditionnels, des bruits du marché et du bourdonnement de la vie quotidienne a créé un rythme interne que Mick a gardé avec lui-même après que la famille ait déménagé en Norvège lorsqu'il avait 10 ans. Les fonctions de son père au sein de l'OTAN les ont amenés dans le pays nordique où Mick a appris à s'adapter une fois de plus, cette fois, aux hivers froids, aux étranges cycles de lumière et à une culture imprégnée de silence et d'introspection. Il a même appris le norvégien, bien qu'il l'ait oublié par la suite. Mais ces années ont façonné quelque chose de crucial en lui, un sens de l'espace, de l'ambiance et de la synchronisation qui définira plus tard les paysages sonores obsédants de Fleetwood Mac. L'école, cependant, est brutale. Mick souffre d'une dyslexie sévère, une maladie que peu de gens comprenaient à l'époque. Les enseignants prenaient sa confusion pour de la paresse, et quels que soient ses efforts, il ne parvenait pas à suivre les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Malgré son intelligence et sa curiosité, il échouait souvent aux examens. Un jour accablé, il s'est réfugié dans un arbre derrière l'école et a pleuré priant pour qu'on lui trouve une échappatoire. Cet échappatoire s'est présenté lorsque ses parents lui ont offert une petite batterie Gigster pour son 13e anniversaire. Dès qu'il a touché la batterie, un déclic s'est produit. La musique est devenue son langage, le seul endroit où les mots n'ont pas d'importance. Mick passe des heures seul dans le grenier, à s'entraîner en écoutant les disques des Everly Brothers et de Cliff Richard. Sans aucune leçon formelle, il développe un style unique et instinctif, à la fois tribal et émotionnel. Son père écrivait des poèmes, sa sœur Suzanne est devenue actrice et une autre sœur Sally s'est mise à la sculpture. La créativité coule dans leurs veines et Mick ne fait pas exception. À l'âge de 12 ans, il construit une boîte de nuit de fortune dans une grange derrière la maison familiale du Gloucestershire, avec des lumières, une petite scène et des enseignes peintes à la main. Il l'a appelée Club Keller et l'a imaginée pleine de monde. Des décennies plus tard, lorsqu'il a ouvert son établissement de Maui Fleetwoods on Front Street, il s'est rendu compte que la boucle était bouclée. À 15 ans, l'école est devenue insupportable. Sa dyslexie lui rendait la vie académique impossible, mais sa passion pour la musique lui donnait un but. Ses parents, reconnaissant sa motivation, l'ont laissé abandonner l'école et poursuivre son rêve. Ils lui ont même acheté une meilleure batterie. Mick a déménagé à Londres avec pour seul bagage sa batterie et sa détermination. N'ayant pas les moyens de s'acheter une camionnette, il a acheté un vieux taxi pour transporter son matériel, une démarche inhabituelle qui l'a rendu précieux aux yeux des groupes locaux. Si vous engagiez Mick,
vous disposiez d'un batteur, baït, d'un moyen de transport. Il s'est écrasé sur le sol de l'appartement de sa sœur Sally à Notting Hill, où la scène musicale locale était en pleine explosion. En l'espace d'un an, le destin s'en mêle. Un musicien du nom de Peter Bardens vivait à quelques pas de là et avait besoin d'un batteur pour son groupe The Chains. Mick a décroché le contrat et c'est à partir de ce moment-là que le chemin vers Fleetwood Mac a commencé à se dessiner. C'est le début d'un voyage qui mènera à la célébrité mondiale, au chagrin d'amour, à l'addiction et finalement à la rédemption. Mais comme Mick l'admet lui-même aujourd'hui, chaque rythme que j'ai joué est né du chaos. La batterie était la seule chose qui avait un sens. C'était en 1963 et Mick n'avait que 16 ans. Presque immédiatement, ils ont fait la première partie de groupes tels que les Rolling Stones et les Yardbirds. En 1965, ils apparaissent même dans un court-métrage intitulé Mods and Rockers, où l'on voit un jeune Mick aux cheveux longs jouer de la batterie. Il est officiellement entré dans le monde du rock and roll alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. En 1966, il rejoint les Bow Street Runners, un groupe qui avait déjà remporté un grand concours 2 ans plus tôt dans le cadre d'une émission télévisée intitulée Ready Steady Win, un concours destiné à découvrir les prochains Beatles. Ils ont décroché un contrat d'enregistrement et un prix de $1. Leur single I'm a Bow Street Runner s'était vendu à plus de 20 000 exemplaires. Lorsque Mick les a rejoints, ils étaient encore sur la lancée de ce succès. Mais la malchance s'en mêle. Alors qu'ils sortent un nouveau single prometteur qui devrait grimper dans les charts, une grève des travailleurs à l'usine de pressage de disques signifie que seul un petit nombre d'exemplaires est produit. La chanson s'est arrêtée et l'élan s'est estompé. Pour Mick, cependant, c'était un nouveau pas en avant. C'est alors que survient le tournant décisif. En avril 1967, il a l'occasion d'auditionner pour John Mayall and the Blues Breakers. Le groupe était au cœur de la scène blues britannique, et c'était une énorme opportunité. Mick était terrifié lors de l'audition, mais il a décroché le poste. Il joue désormais avec des musiciens de premier plan, dont le bassiste John McVie. Les deux se sont rapprochés. Mais les bons moments ne durent pas. La consommation d'alcool de Mick devient incontrôlable, et il est finalement renvoyé pour s'être présenté ivre à des concerts. Pourtant, cette expérience lui a apporté quelque chose qu'aucune école n'aurait jamais pu lui apporter. Le groupe de Mayall était comme une université du blues. Mick apprenait en absorbant tout de John Lee Hooker à Muddy Waters. Il devenait plus qu'un simple batteur. Il devenait un homme de blues. Ce tir a fini par être le début de quelque chose de bien plus grand. En avril 1967, quelque chose de petit et d'inattendu a changé l'histoire de la musique pour toujours. John Mayall offre à Peter Green un peu de temps libre en studio. Green l'utilise pour enregistrer 5 chansons avec Mick Fleetwood et John McVie. Le 5e morceau est un simple instrumental. Il l'a appelé Fleetwood Mac, presque après coup. Mais ce petit morceau a planté la graine de l'un des plus grands groupes du monde. Green forme alors un nouveau groupe en juillet et le nomme Fleetwood Mac, espérant ainsi convaincre McVie de quitter Mayall et de le rejoindre. Au début, McVie refuse. Il voulait la stabilité d'un salaire régulier. Green fait donc appel à Bob Browning en tant que bassiste temporaire. Quelques semaines plus tard, McVie change d'avis et rejoint le groupe pour de bon. Le groupe fait sa première apparition le 13 août 1967 au National Jazz and Blues Festival sous le nom de Peter Green's Fleetwood Mac avec Jeremy Spencer. Leur premier album est sorti en février 1968 et a fait ce que peu de gens attendaient. Sans le moindre tube, l'album a tout de même atteint la 4e place des charts britanniques et y est resté pendant 37 semaines. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Royaume-Uni, bien qu'il n'ait jamais reçu de certification officielle. Il ne s'est pas appuyé sur les radios ou le battage médiatique. Il s'est développé grâce aux bouche à oreille et aux concerts du groupe. L'album mélange des reprises de blues
et des titres originaux, dont Long Grey Mare et Shake Your Money Maker. Aux États-Unis, l'album n'a guère fait de vagues, se classant au 198 et rang du Billboard. Les premières sessions débutent en septembre 1967 avec Bruning. Mais en novembre, McVie a rejoint le groupe et a terminé l'album. Son succès discret a prouvé qu'un vrai talent pouvait encore s'exprimer sans marketing tapageur. À la fin de l'année 1968, deux nouveaux visages ont tout changé. Tout d'abord, Danny Kirwan, d'8 ans. Green l'avait vu jouer dans une chaufferie avec son groupe Boiler House. Green a été tellement impressionné qu'il leur a offert une place en première partie. Mais comme les autres refusent de devenir professionnels, Green passe une annonce pour trouver un nouveau guitariste. Plus de 300 candidats se sont présentés, mais personne n'a égalé Kirwan. Green l'a simplement invité à rejoindre le groupe en tant que troisième guitariste. C'est alors qu'est arrivée Christine Perfect. Elle venait d'être élue meilleure chanteuse par les lecteurs du Melody Maker et vivait encore dans une cabane à poules. Elle a joué des claviers sur le deuxième album du groupe en tant qu'invitée. Plus tard dans l'année, Fleetwood Mac a sorti Albatross. Avec Green et Kirwan qui s'échangent de la guitare, la chanson devient leur premier numéro 1 en Europe. Green a déclaré plus tard que sans Danny, la chanson n'aurait jamais fonctionné. En août 1968, le groupe sort son deuxième album, Mr. Wonderful. Il a été enregistré en studio avec de vrais amplificateurs et un système de sonorisation, ce qui lui a donné un aspect brut et vivant. Christine Perfect a également participé au clavier, même si elle n'était pas encore membre à part entière. L'album s'éloigne du blues strict avec des chansons comme Stop Messin' Round. Étonnamment, les Beatles le remarquent et envisagent même de signer Fleetwood Mac sur leur label Apple. Mais leur manager Clifford Davis refuse l'offre. Au lieu de cela, le groupe a signé avec Warner Brothers par l'intermédiaire de Reprise Records où il est resté depuis. C'est également à ce moment-là que leurs problèmes de label commencent. Ils quittent Blue Horizon et rejoignent brièvement Immediate Records, qui connaît des problèmes financiers. Cela les oblige à rechercher à nouveau un contrat de disque stable. Le mois de septembre 1969 marque un autre grand changement. L'album Then Play On marque leur passage au rock psychédélique. C'était un pas audacieux loin du blues, et cela a fonctionné. L'album a atteint la 4e place au Royaume-Uni avec son titre phare Oh Well, qui s'est hissé à la 2e place. Les contributions de Danny Kirwan s'ajoutent à celles de Peter Green, créant un nouveau son. À la même époque, le groupe s'envole pour Chicago afin d'enregistrer chez Chess Records avec des légendes du blues telles que Willie Dixon Buddy Guy et Otis Spann. Le mélange de blues et de psychédélisme donne à l'album une touche qui contribue à définir leur nouvelle orientation. Rattlesnake Shake, écrit par Green, sort du lot. L'album a prouvé que le groupe n'était pas enfermé dans un seul genre et qu'il pouvait évoluer vers quelque chose de plus grand. Mais c'est alors que survient le désastre. En mars 1970, Peter Green se rend à une fête à Munich. Alors que le groupe est en tournée en Europe, la fête se déroule dans une commune, dont on dit qu'elle fait partie d'une secte. Green y a pris du LSD beaucoup plus fort que tout ce qu'il avait pris auparavant. Certains pensent que sa boisson était dopée. Il est revenu changer. Selon leur manager, Green a commencé à parler d'argent comme s'il s'agissait d'un mal. Il voulait même donner tous les gains du groupe. 2 mois plus tard, il a quitté le groupe. Plus tard, il a été diagnostiqué schizophrène et a subi une thérapie électroconvulsive. Son départ est une perte douloureuse au moment où le groupe rencontre enfin le succès. En août 1970, 10 jours seulement avant la sortie de leur album U.S. Christine McVie rejoint officiellement le groupe. Elle s'était retirée de la musique 1 an plus tôt, après avoir quitté Chicken Shack pour se consacrer à son mariage avec John McVie. Mais elle avait déjà participé à plusieurs albums de Fleetwood Mac en tant que musicienne de session. Sur l'album Kiln House, elle a participé au chant au clavier et a même dessiné la pochette. L'album sort en septembre et marque un tournant.
Avec Christine dans le groupe, ils commencent à s'orienter vers un son plus mélodique et plus grand public. Sa présence a permis de combler le vide laissé par Peter Green, tant sur le plan musical qu'émotionnel. Elle s'est souvenue plus tard qu'il avait suffi d'une question anodine. « Hé Chris, tu veux te joindre à nous ?» Et c'est ainsi qu'elle est devenue membre. Puis en février 1971, Jeremy Spencer a disparu. Il a quitté son hôtel à Los Angeles en disant qu'il se rendait dans une librairie. Il n'est jamais revenu. Le groupe devait se produire au Whisky à Gogo, mais Spencer n'était pas là. Après 5 jours de recherche, le FBI l'a finalement retrouvé. Il avait rejoint un groupe religieux appelé les Enfants de Dieu. Lorsque le groupe l'a revu, il avait le crâne rasé et un nouveau nom. Mick Fleetwood l'a décrit comme un zombie qui n'arrêtait pas de marmonner « Jesus loves you ». Spencer a déclaré qu'il se sentait perdu et qu'un musicien de rue l'avait invité dans leur centre. La secte a ensuite été qualifiée de l'une des plus abusives de l'histoire américaine. Bob Welch a été engagé pour le remplacer. Malgré la perte de 2 membres fondateurs, Fleetwood Mac continue d'avancer. En septembre 1971, ils sortent de Future Games, leur 5e album. Le son était complètement différent. Le blues a disparu. Au lieu de cela, ils ont adopté le rock mélodique et les harmonies vocales. Cette nouvelle orientation ne figure pas dans les hit-parades britanniques, mais trouve un public en Amérique. Le single Dragonfly présente l'évolution de leur son. À la fin de l'année, CBS sort son premier album de grand succès en Europe. La nouvelle version du groupe, désormais dirigée par Welch et Christine McVie, commence à construire les fondations de son futur succès. En 1972, ils sortent Bare Trees, qui contient la chanson sentimentale de Welch, et Spare Me a Little of Your Love de Christine. Ces 2 chansons sont devenues les préférées des fans lors de leurs concerts. Future Games était un pivot discret, mais il a redessiné leur chemin pour toujours. L'album introduit Bob Welch, qui apporte une expérience du R&B et du jazz, qui rend le son du groupe plus doux et plus raffiné. Il s'agit également du premier album complet avec Christine McVie en tant que membre officiel. Il s'est classé à la 91 et place du Billboard américain et est devenu disque d'or en 2000 avec plus d'1 demi-million d'exemplaires vendus. Mais cette même année, Danny Kirwan se heurte à un mur. Il faisait partie du groupe depuis l'âge de 18 ans, écrivant et enregistrant sans relâche. En 1972, la pression l'a atteint. Il boit beaucoup et mange à peine. Lors d'une tournée, il s'isole de tout le monde. Puis avant un concert, il brise sa guitare et refuse de jouer. Le groupe s'est réuni à l'hôtel. Ils l'ont laissé partir. C'était triste et inévitable. Bob Welch s'est souvenu plus tard avoir vu Kirwan dans un bar après le licenciement. Kirwan lui a souhaité sarcastiquement bonne chance et a ajouté « Tu vas en avoir besoin ». Le groupe perd 2 semaines de concert et doit annuler une partie de la tournée. Le départ de Kirwan est la dernière pièce de leur noyau originel à s'effondrer. En 1974, un nouveau drame survient. Le guitariste Bob Weston a été licencié après avoir eu une liaison avec la femme de Mick Fleetwood, Jenny Boyd. Elle luttait déjà contre la toxicomanie et essayait d'élever ses enfants tandis que Fleetwood était souvent absent et prenait de la cocaïne. La trahison l'a anéanti. Le groupe sort Heroes Are Hard to Find en septembre. Il atteint la 34 et place du Billboard leur meilleur album à ce jour, mais la tournée s'effondre. De nombreuses salles étaient à peine à moitié pleines. La tension monte à Las Vegas lorsque Welch engueule John McVie sur scène à cause d'une erreur. Welch démissionne dès la fin de la tournée. Le groupe est au bord de l'effondrement. Lorsque Fleetwood Mac a sorti son album éponyme en 1975, personne n'aurait pu prédire jusqu'où il irait. Il a fallu 58 semaines pour qu'il atteigne la première place du Billboard 200, soit plus d'1 an d'ascension. Tout a commencé lentement, presque trop lentement. Lorsque Fleetwood Mac a sorti son album éponyme en 1975, personne n'aurait pu prédire jusqu'où il irait. Il a fallu 58 semaines pour qu'il atteigne la première place du Billboard 200. Cela représente plus d'1 an d'escalade, étape par étape.
Mais lorsqu'il a atteint le sommet le 4 septembre 1976, il est devenu l'un des tournants les plus emblématiques de l'histoire du rock. Il s'est vendu à plus de 9 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis et à 7,48 millions dans le monde entier. Curieusement, le Royaume-Uni a ignoré l'album pendant plus d'un an. Il n'a même pas été classé avant novembre 1976 et n'a jamais dépassé la 23e place. Mais cette lente combustion a jeté les bases de tout ce qui a suivi. Et la suite n'a pas été de tout repos. Lorsqu'ils ont commencé à enregistrer Rumors en 1976, le groupe était déjà en train de s'effondrer. La consommation de cocaïne était constante. Mick Fleetwood venait de découvrir que sa femme avait une liaison avec l'un de ses amis proches. Christine et John McVie étaient en train de divorcer après 8 ans de mariage. Stevie Nicks et Lindsey Buckingham venaient de rompre et étaient toujours obligés de travailler ensemble, ce qui donnait lieu à des disputes quotidiennes qui ne s'arrêtaient que lorsque le voyant rouge de l'enregistrement s'allumait. À la fin de l'année, Fleetwood et Nicks ont entamé leur propre liaison. Christine a commencé à sortir avec le chef éclairagiste du groupe sous les yeux de son ex-mari. Le studio ressemblait à une zone de guerre. Pourtant, malgré toute cette tension, la musique ne s'est jamais arrêtée. Go Your Own Way est devenu le message peu subtil de Buckingham à Nicks. Don't Stop était la façon dont Christine allait de l'avant. Personne ne parlait hors micro, mais sur la bande, ils ont déversé tout ce qu'ils ressentaient. Au final, Rumors a explosé. L'album s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires au cours du premier mois suivant sa sortie début 1977. Par la suite, ce chiffre a dépassé les 40 millions dans le monde entier. L'album a dominé le Billboard 200 pendant 31 semaines consécutives. 4 chansons se sont retrouvées dans le top 10, dont Dreams, qui a atteint la première place. The Chain est la seule chanson jamais créditée à l'ensemble des 5 membres. En 1978, Rumors a remporté le Grammy de l'album de l'année, puis vint Tusk. Il était sauvage, expérimental et coûteux. L'album a coûté 1,4 million de dollars en 1979, ce qui équivaudrait à plus de 6 millions de dollars aujourd'hui. Ils ont même construit un studio pour l'enregistrer. Fleetwood a défendu les dépenses, disant que c'était leur propre argent et un privilège de créer ce qu'ils voulaient. La chanson-titre met en avant son jeu de batterie tribale, tandis que Buckingham utilise une boîte de Kleenex en guise de caisse claire sur une chanson. À un moment donné, il a même chanté en faisant des pompes avec des microphones fixés au sol du studio. L'ingénieur Ken Kilott l'a décrit comme un maniaque. Une fois qu'il s'est coupé tous les cheveux avec des ciseaux à ongles dans un accès de stress. Tusk a repoussé les limites, mais n'a jamais égalé Rumors en termes de vente ou d'impact. Un risque qui a laissé le groupe fatigué et divisé. En 1982, Fleetwood Mac avait besoin d'une victoire. Mirage le leur a donné. Sorti le 2 juillet, il les ramène à des sonorités rock plus douces et se hisse directement à la première place. Hold Me est resté 7 semaines à la 4e place. Gypsy a atteint la 12e place et Love in Store la 22e. Mais les fissures sont plus profondes que jamais. La tournée Mirage est beaucoup plus courte que les précédentes 29 villes, seulement contre plus de 100 pour la tournée Tusk. Lindsey Buckingham s'éloigne déjà. À la fin de la tournée, il n'est plus là. Il se sent déconnecté des valeurs du groupe et ne reviendra qu'en 1997. Son départ marque le début d'autres départs d'un plus grand chaos et de graves problèmes financiers. La pire erreur de Mick Fleetwood s'est produite peu de temps après. Au début des années 1980, il achète une ferme de 1000 acres en Australie pour 3 millions de dollars. Elle comprenait 8 maisons et un lac de pêche, mais il n'y a vécu que 3 semaines avant de se rendre compte qu'il ne pouvait pas supporter ce mode de vie. Il avait obtenu une avance de 2 millions de dollars pour l'acheter et avait dû emprunter 2 millions de dollars supplémentaires une fois l'argent épuisé. Lorsqu'il a essayé de la vendre, la valeur avait déjà chuté. La dette hypothécaire était supérieure au prix de vente. Cette mauvaise décision, combinée à la baisse des revenus de la bande, l'a conduite à déposer le bilan en 1984.
Il a même dû renoncer à sa carte verte. L'homme qui s'était autrefois enrichi grâce aux rumeurs a presque tout perdu. En 1987, le groupe connaît un nouveau succès avec Tango in the Night. Il contient des chansons massives comme Little Lies, mais juste avant la tournée, Lindsey Buckingham choque tout le monde. Le 7 août, lors d'une réunion dans la maison de Christine McVie, il annonce qu'il quitte le groupe. Il a dit qu'il ne se sentait pas apprécié. La rencontre s'est transformée en bagarre. Stevie Nicks et Buckingham se sont affrontés physiquement. Le lendemain, ils n'étaient plus là. Le groupe avait déjà signé des contrats et ne pouvait pas faire marche arrière. Ils ont donc fait appel à Billy Burnett et Rick Vito pour le remplacer. Le soir de la première à Kansas City, quelqu'un a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire Lindsey que les fans avaient déjà quitté. C'est alors que survient un étrange rebondissement. Le 10 avril 1990, Fleetwood Mac sort Behind the Mask. Buckingham n'en est plus membre bien qu'il joue de la guitare acoustique sur la chanson titre. Le nouveau groupe de 6 musiciens compte 4 auteurs-compositeurs, interprètes, mais l'album n'a guère d'impact aux États-Unis. Au Royaume-Uni, il a débuté à la première place et est devenu disque de platine. Il comprend également l'une des premières utilisations de l'encodage CD+G qui permettent aux paroles et aux graphiques d'apparaître sur les écrans de télévision pendant la lecture. Après la tournée, Stevie Nicks et Rick Vito quittent le groupe. La même année, le groupe est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Les membres intronisés comprenaient à la fois la formation originale de la fin des années 60 et les membres de l'ère Rumors. Mais Bob Welch, qui avait assuré la cohésion du groupe au début des années 70, n'a pas été retenu. Les choses se sont encore aggravées en 1995. L'album Time a présenté Becca Bramlett et Dave Mason. Stevie Nicks était absente et ce fut le dernier album de Christine McVie en tant que membre à part entière. Sorti le 9 octobre, il s'est classé à la 47 et place au Royaume-Uni et n'a même pas été classé aux États-Unis. En 1996, il ne s'était vendu qu'à 32 000 exemplaires. En coulisses, c'était de la pagaille. Bramlett était constamment en conflit avec Mason. Elle s'est mise en colère contre lui parce qu'il fumait des cigares dans le bus de tournée et qu'il racontait des anecdotes déplacées sur sa vie privée. Mick Fleetwood a déclaré plus tard que cette formation était l'un de ses plus grands regrets. En l'espace d'1 an, tout s'est effondré. Il a renvoyé Bramlett par fax après une nouvelle bagarre dans le bus. Puis en 1997, une étincelle d'espoir est apparue. Le 23 mai, le groupe se réunit pour une émission spéciale de MTV. Ils ont enregistré la danse en direct au studio Warner Brothers à Burbank. La formation classique de Rumors est à nouveau au rendez-vous. L'album a débuté à la première place du Billboard 200 avec près de 200 000 exemplaires vendus la première semaine. En 2 mois, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il est devenu l'un des 5 albums live les plus vendus de l'histoire des États-Unis. Mais c'est aussi la fin de quelque chose. Christine McVie quitte le groupe l'année suivante. La version DVD de la danse s'est vendue à plus de 135. 0 exemplaires, rien qu'en Australie, et a été certifié 9 fois disque de platine. C'était un adieu puissant à un groupe qui avait survécu à tous des débuts lents et des ruptures douloureuses à la spirale de la drogue et à l'effondrement financier. En avril 2003, Fleetwood Mac a sorti Say You Will Son Dixet et dernier album studio. Il survient 5 ans après le départ de Christine McVie du groupe. Bien qu'elle ne soit plus membre à part entière, elle apparaît encore sur quelques titres. L'album est devenu un succès surprise, débutant à la 3e place du Billboard 200 avec 218 000 copies vendues la première semaine. C'est le premier album du groupe à se classer parmi les 3 premiers depuis Mirage en 1982. En juillet, il était déjà devenu disque d'or aux États-Unis avec un demi-million d'exemplaires expédiés. Au Royaume-Uni, il a atteint la 6e place et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Lindsey Buckingham et Stevie Nicks se sont chargés de la plupart des claviers et ont travaillé ensemble en studio pour la première fois depuis 15 ans. Le single Peacekeeper est entré dans le Hot Cent, tandis que la chanson titre s'est hissée à la Dixet
et place du classement Adult Contemporary. Après cette période de succès, Mick Fleetwood retourne à ses racines musicales. En 2008, il a formé le Mick Fleetwood Blues Band avec le guitariste Rick Vito. Leur album Blue Again, sorti en 2009, a été nommé aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album de blues traditionnel. La boucle est bouclée pour Fleetwood, dont la carrière a débuté sur la scène blues britannique. Bien avant les succès pop, Fleetwood avait joué avec Peter Green, accompagnant des légendes comme John Mayall. Ce nouveau projet lui a permis de s'éloigner de la pop rock polie et de revenir au blues brut qu'il aimait. La guitare de Rick Vito se marie parfaitement avec le rythme régulier de Fleetwood, créant ainsi un album à la fois classique et frais. En 2014, Fleetwood s'est ouvert à son passé dans des mémoires révélateurs intitulés « Play On ». L'aveu le plus choquant est qu'il a perdu près de 60 millions de dollars à cause de son addiction à la cocaïne. En 1984, il était en faillite, croulant sous 3,7 millions de dollars de dettes, soit plus d'une fois et demie sa valeur nette. Il n'a pas pu travailler pendant 2 ans et s'en souvient à peine. Mais lorsqu'il s'est rétabli, il s'est diversifié. Il a lancé une affaire de vin Mick Fleetwood Private Cellar qui a fonctionné pendant plus de 14 ans. Ces vins se sont vendus par millions et ont été récompensés par plus de 10 prix internationaux. Parallèlement, il explore la photographie et présente des œuvres peintes à la main dans des expositions organisées dans des villes comme Toronto et Atlanta. En 2012, il ouvre le restaurant Fleetwood's on Front Street à Maui. C'est un rêve qu'il caresse depuis l'enfance. À l'époque où il organisait de faux clubs dans la grange familiale, le restaurant était un succès. Il a remporté de nombreux prix dont celui du meilleur nouveau restaurant et du meilleur chili à la foire du comté de Maui en 2013. Mais en août 2023, une catastrophe s'est produite. Des feux de forêt détruisent la Haina et anéantissent le restaurant. Fleetwood se trouvait à Los Angeles lorsque la catastrophe s'est produite, mais il s'est immédiatement envolé pour Maui avec des provisions. De nombreux membres de son personnel ont perdu leur maison. L'incendie de la Haina est devenu le plus meurtrier des États-Unis. Est depuis plus de 100 ans, dépassant même le Camp Fire de 2018 en Californie. En 2024, Fleetwood a travaillé sur un projet profondément personnel avec le maître du ukulélé, Jake Shimabukuro. Leur album Blues Experience rend hommage à Christine McVie, décédée en 2022, et le point culminant de l'album est un hommage à la chanson de McVie Songbird. Enregistré en 2 versions différentes, Fleetwood a ajusté son jeu de batterie aux douces sonorités du ukulélé de Shimabukuro, créant ainsi quelque chose de doux et de puissant. Ils ont également revisité d'anciens classiques du blues, comme Need Your Love So Bad, un clin d'œil au début du groupe. Les critiques ont déclaré que l'hommage à Songbird était obsédant et sincère. Il était clair que Fleetwood voulait garder l'héritage de McVie vivant dans chaque note. La vie personnelle de Fleetwood était souvent aussi chaotique que la musique du groupe. Il a épousé Jenny Boyd en 1970, mais leur mariage s'est effondré en 1973 lorsqu'il a découvert qu'elle avait une liaison avec Bob Weston, un guitariste du groupe. Fleetwood licencie Weston et annule le reste de la tournée après leur dernier concert à Lincoln, au Nebraska. Jenny et lui se remarient en 1977, mais uniquement pour aider leurs filles Amy et Lucy à immigrer aux États-Unis. Cette deuxième tentative s'est soldée par un nouveau divorce en 1978. Plus tard la même année, Fleetwood a entamé une liaison avec Stevie Nicks pendant leur tournée en Australie. C'était sauvage, désordonné et alimenté par les drogues et l'alcool. Nicks a déclaré plus tard que cela ne se serait jamais produit s'il n'avait pas été aussi intoxiqué. Elle était avec Don Henley à l'époque, tandis que Fleetwood était toujours légalement lié à Boyd. Fleetwood l'a décrite comme chaotique et plus longue que ce dont l'un ou l'autre se souvient clairement. Nicks l'a qualifié de condamné. Il a blessé beaucoup de gens et il n'est allé nulle part. Mais d'une manière ou d'une autre, leur amitié et leur relation de travail ont survécu.
Alors que ce chapitre s'achevait, un nouveau scandale commençait. Alors qu'il était toujours en couple avec Nix Fleetwood, a emménagé avec Sarah Reker, l'une des plus proches amies de Nix. Reker était mariée à l'époque et la trahison a dévasté Nix. Sarah a même été exclue du studio par le groupe. Finalement, Fleetwood épouse Reker en 1988, lors d'un mariage très médiatisé auquel assistent Bob Dylan, George Harrison et Stevie Nicks elle-même, qui porte une robe blanche à cette occasion. Ce mariage a duré 7 ans, avant de se terminer en 1995, mais les dommages émotionnels n'ont jamais été complètement guéris. La même année, Fleetwood épouse Lynn Frankel. Ce sera sa plus longue relation qui durera près de 2 décennies. En 2002, ils ont eu 2 filles jumelles, Ruby et Tessa. Fleetwood avait 55 ans à l'époque, mais en 2013, ils se sont séparés. Il a demandé la garde légale conjointe tout en souhaitant que Frankel ait la garde physique principale. C'est à cette époque qu'il a installé sa mère de 95 ans chez lui, déclarant qu'il se sentait chanceux de la voir dans sa vie. Leur divorce a été prononcé en novembre 2015, alors que les jumeaux n'avaient que 13 ans. Fleetwood était également devenu un membre de l'US en 2006 et partageait son temps entre Maui et Los Angeles. Aujourd'hui, à la fin de ses 70 ans, Fleetwood a ralenti son rythme de vie. Il passe du temps avec sa famille et partage souvent des moments de détente avec sa petite fille depuis sa maison de Maui. Il espère toujours voir les anciennes blessures du groupe se refermer. La mort de Christine McVie en 2022 a rendu improbable une réunion complète de Fleetwood Mac, mais il n'a pas abandonné l'idée d'une réconciliation entre Stevie Nicks et Lindsey Buckingham. En mars 2025, un événement inattendu s'est produit. Buckingham a rejoint Fleetwood en studio pour la première fois depuis son licenciement en 2018 et a contribué au prochain album solo de Fleetwood produit par Carl Falk. Falk a décrit le moment comme surréaliste et a déclaré que Buckingham semblait sincèrement heureux pour Fleetwood.